Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour se plonger dans un véritable mystère environnemental. Une affaire qui a secoué les dernières décennies, l'affaire des pluies acides. Alors notre enquête, elle commence avec une question qui a de quoi inquiéter. On a l'impression qu'une force invisible est à l'œuvre, une force qui s'attaque à notre planète et qui laisse derrière elle des indices, disons, assez troublants. Premier indice sur ce que l'on pourrait appeler la scène du crime. Des forêts entières qui semblent dépérir, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les arbres sont de plus en plus faibles, malades. C'est comme s'ils étaient empoisonnés à petit feu. Deuxième indice, des lacs, des rivières, qui avant fourmillaient de vie, deviennent tout à coup étrangement silencieux, presque stériles. Les poissons disparaissent et c'est tout l'écosystème aquatique qui s'effondre. Et enfin, voilà le dernier indice. Et celui-là, il est peut-être le plus surprenant. Des statues, des bâtiments historiques en pierre qui ont traversé les siècles se mettent à se dégrader, à se dissoudre, comme s'ils étaient rongés par une maladie inconnue. Bon, avec tous ces indices en main, on peut passer à l'étape suivante de l'enquête. Il est temps de mettre un nom sur les responsables, d'identifier ces substances invisibles qui causent tous ces dégâts. Et les voilà, nos coupables. Il s'agit de deux composés chimiques, le dioxyde de soufre, qu'on appelle SO2, et les oxydes d'azote, notés NOx. Ce sont eux les principaux suspects dans cette affaire de dégradation environnementale à très grande échelle. Alors attention, ces polluants, on les trouve aussi dans la nature, lors des éruptions volcaniques ou avec la foudre par exemple. Mais il faut être très clair, l'écrasante, l'immense majorité de ces gaz provient directement de nos activités humaines. Ce graphique, il est sans appel. L'impact des émissions humaines est complètement disproportionné par rapport aux sources naturelles. Là, le doute n'est plus vraiment permis sur l'origine du problème. Très bien, on a les coupables. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment ces gaz invisibles se transforment-ils en une pluie corrosive? Pour ça, il faut qu'on s'intéresse d'un peu plus près à leur mode opératoire. Et ça, c'est de la chimie. Pour comprendre le crime, il faut d'abord comprendre l'arme. Et ici, l'arme, c'est l'acidité. On la mesure avec l'échelle de pH. Il faut savoir qu'une pluie normale est déjà un tout petit peu acide, autour de 5,6. Mais dès qu'on passe en dessous de 5, là, on parle de pluie acide. Et c'est là que ça devient une véritable menace. Alors voilà le fameux mode opératoire, étape par étape. D'abord, les polluants sont émis dans l'air. Là-haut, ils se mélangent à l'eau, à l'oxygène et se transforment chimiquement en acides. Des acides vraiment puissants, comme l'acide sulfurique. Et ensuite, tout ça retombe sur nous sous forme de pluie, de neige, de brouillard, et le piège se referme. Maintenant qu'on connaît le mode opératoire, regardons un peu l'étendue des dégâts. Parce que les conséquences de ces dépôts acides, elles sont immenses et profondes. La liste des victimes est longue. Des forêts mythiques comme la forêt noire en Allemagne ont été littéralement ravagées. Les écosystèmes aquatiques s'effondrent, les sols perdent leurs nutriments essentiels, et même nos plus beaux monuments comme le Taj Mahal ne sont pas épargnés. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'impact n'est pas le même partout. Certaines régions du monde, de par leur géologie, sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Prenons un exemple très parlant. Le bouclier canadien. C'est une immense région avec des sols très minces qui reposent sur une roche très dure, du granit. Ce type de sol n'a quasiment aucune capacité à neutraliser l'acidité. Du coup, l'acide s'accumule et les dégâts sont bien pires qu'ailleurs. Et au-delà de l'environnement, il y a un coût humain, un coût direct pour notre santé. Ces polluants provoquent des maladies respiratoires. On a même eu des cas, comme dans les Vosges dans les années 80, où l'acidité des pluies a libéré du plomb contenu dans les sols qui s'y retrouvait dans l'eau potable. Ça montre bien à quel point le danger peut être insidieux. Face à l'accumulation des preuves, une véritable prise de conscience mondiale a eu lieu. Le monde a compris la menace et a commencé à riposter, avec des lois, avec la science et avec la technologie. C'est une belle histoire de coopération internationale. À partir de la fin des années 70, on a vu une série d'accords historiques qui ont engagé les pays à réduire drastiquement leurs émissions. C'est vraiment le grand tournant de notre enquête. La solution, elle est venue d'une double approche, très intelligente. D'un côté, la prévention. On a installé des filtres sur les cheminées d'usine et des pots catalytiques sur les voitures pour capturer les polluants à la source. Et de l'autre, le traitement. On a soigné les écosystèmes touchés, par exemple en ajoutant de la chaux dans les lacs pour neutraliser leur acidité. Et est-ce que ça a marché ? La réponse est un grand oui. Regardez ce chiffre. En France, on a réduit les émissions de soufre de 95%. C'est la preuve qu'une action déterminée, bien coordonnée, peut donner des résultats absolument spectaculaires. On pourrait donc conclure que l'histoire se termine bien, que l'affaire est résolue. Et c'est vrai en grande partie. Mais, en réalité, l'enquête n'est pas tout à fait terminée. Ce tableau nous montre une situation assez contrastée aujourd'hui.
Pendant que l'Europe et l'Amérique du Nord ont largement réussi à maîtriser le problème, eh bien celui-ci s'est déplacé. Il s'est intensifié dans les régions du monde en pleine industrialisation, des régions qui dépendent encore beaucoup du charbon. La lutte contre les pluies acides, c'est sans doute l'une des plus grandes réussites environnementales du XXe siècle. Elle nous a laissé une leçon essentielle. Face à une menace globale, invisible, qui ne connaît pas les frontières, la coopération scientifique et politique peut vraiment triompher. Mais la question qui reste, c'est cette victoire du passé nous a-t-elle vraiment préparés pour les batailles à venir? Des batailles dont les enjeux sont peut-être encore plus grands.